Merci de nous rejoindre sur Sika TV. C'est votre émission artistique qui s'installe chez vous. Et je vous emmène cette semaine au Centre Pompidou visiter l'exposition de la série de bandes dessinées L'Arabe du futur. Ensuite, l'artiste Pidi Senf viendra nous parler de sa passionnante carrière. À tout de suite. Carton en librairie traduit en plus de 20 langues, la série de bandes dessinées L'Arabe du futur pourrait compter au total 6 volumes. C'est ce qu'a affirmé son dessinateur Riyad Satouf, qui fait l'objet à 40 ans seulement d'une exposition au Centre Pompidou. On regarde. L'Arabe du futur, je pense que c'est une bande dessinée qui fera 6 volumes. Et pour l'instant, j'ai découpé jusqu'à la fin, voilà. Et là, le 4e volume, en effet, raconte le secret familial qui est le trou noir autour duquel gravite toute la série. J'ai fait les 3 premiers volumes pour arriver à cette information qu'il y a dans le volume 4. Et il y aura vraiment une première période qui a été les premiers volumes, et maintenant commence une seconde période dans ce livre, qui en fait n'est qu'un grand livre parce que c'est découpé en chapitres. Donc voilà, je suis en train de dessiner la suite, qui normalement devrait sortir en 2019. Écrire autrement, mais c'est comme si les livres avaient une existence propre. Par exemple, le 4e volume de L'Arabe du futur, il est arrivé beaucoup plus gros que les autres. Et c'est comme des enfants en fait, c'est à moi de les accueillir et de voir comment ils apparaissent, et je décide de les élever, comme ça je m'occupe d'eux. Voilà. Alors, le 4e volume de L'Arabe du futur est beaucoup plus gros que les autres, mais je l'aime quand même. Voilà, donc j'ai très peu de contrôle en fait sur ce que je fais. J'ai l'impression souvent que ça vient des profondeurs et que c'est à moi de les pêcher. C'est comme si bande dessinée. Disons que c'est vrai que je considère la BD comme une langue. Moi, quand j'écris mes scénarios, le texte et le dessin arrivent en même temps. Je fais des petits crobards comme ça. Il y a des manuscrits, des découpages là qui sont présentés dans l'exposition. Et je passe pas par le texte d'abord, ni par le dessin. Je fais pas de recherche de personnages ou de recherche de... Voilà, tout arrive en même temps. On retrouve à présent notre invité qui est déjà dans ce studio. À l'état civil, il s'appelle Symphorien Rodrigo Zanclan, mais il s'est révélé aux Béninois par le pseudonyme Pidi Senf. Musicien professionnel à l'âge de 16 ans, il a réussi, après son diplôme d'imprimeur en poche en 1989, à s'imposer au showbiz béninois à travers son tout premier album intitulé Au Revivet. Et c'est avec plaisir que je le reçois cette semaine. Pidi Senf, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Je rends grâce à l'Éternel. Alors, vous avez disparu de la scène. Qu'est-ce qui explique ce silence? Est-ce que je suis disparu? Non, je ne suis pas disparu. Je joue toujours. C'est vrai que je me suis caché un peu pour un centre de formation de la promotion artistique et culturelle que nous appelons Siège des Arts. Alors, ce centre qui me permet de former, de préparer une relève de qualité dans la musique moderne, traditionnelle et moderne d'inspiration traditionnelle. Mais j'essaye de faire avec. Voilà. Et c'est une très bonne nouvelle pour vos fans de savoir que vous n'avez pas disparu. Et comment expliquez-vous votre nom d'artiste, Pidi Senf? C'est vrai, c'est un nom que des gens m'ont donné comme ça. Pidi Senf, c'est par rapport à P, qui veut dire que je suis polyvalent, musicien. Alors D, c'est par rapport à l'un de mes noms indigènes, et Senf, le diminutif de symphorien. Alors donc, paix à son âme, c'était André Quenom et puis Richard Quenom, père de leurs âmes. Donc c'est eux qui avaient inventé ce nom-là qui est resté jusqu'à ce jour. Et bon, j'ai accepté ça comme ça parce que juste quand je sortais ce premier album, ce premier opus, c'était pas prévu que Revivet devait rester sur cet album. Ça m'est arrivé la nuit, j'ai dit il faut ajouter un truc traditionnel, un morceau qui a duré 3 minutes 17 secondes et qui a intéressé beaucoup de gens, d'où je suis devenu polyvalent comme ils le disent. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous disiez concrètement à travers ce morceau, Au Revivet?
Beto mono ho vive, ojo asi jinu kue, hoche godo nyena idoi. Ah yero, beto mono ho vive. Pour expliquer, en parlant, faisons attention à tout ce que nous disons. Pesons nos mots, les mots que nous sortons, il faut essayer de les peser. Et savoir que votre interlocuteur est capable d'analyse, de discernement. Alors, parce qu'une parole qui tombe, c'est difficile de la ramasser. Alors, donc, les actions que nous devons mener, il faut réfléchir avant de le faire. Parce que c'est comme un coup de couteau, un coup de poignard que vous envoyez à quelqu'un. Mais vous pouvez oublier, mais à chaque fois que la personne tourne et voit les cicatrices qui sont indélébiles, alors la personne se rappelle exactement que telle personne m'a fait telle chose à tel moment. Alors, raison pour laquelle il faut réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de poser un acte, réfléchir avant de dire quoi que ce soit. C'est pourquoi je parle très peu. Voilà. Alors, comme quoi, il faut tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de parler. Et comment quelqu'un qui a un diplôme d'imprimeur se retrouve à faire de la musique? Ben, j'ai pas choisi la musique, j'ai pas choisi de chanter. C'est vrai que je suis resté avec un tuteur qui était musicien bonté, Opta Dobianzin, je lui rends hommage, paix à son âme. Opta Dobianzin il a été le premier chef d'orchestre de la gendarmerie. Alors c'est là que j'ai appris à lire et à écrire la musique, do, fa, sol, ré. Alors, donc, je suis porté comme chose. Et la musique est venue comme ça parce que parmi ses enfants, il y en avait, il y a quelqu'un qui était guitariste, il y a deux qui étaient guitaristes, il y a un guitariste bassiste, il y a l'autre qui est guitariste, paix à son âme, Eric Bianzin, son petit frère c'est Jérémy, il y a l'autre qui est Enoch qui était un batteur. Et le seul chanteur parmi eux, c'était moi. Donc il avait monté très tôt, on a commencé et on s'amusait. Nous, on n'avait pas connu les jouets comme pistolet, comme les armes à feu. C'était la musique, il y avait les tam-tams, on jouait. Alors, c'est ce qui a fait que je suis devenu musicien. Ben, à un moment donné, je me suis dit que je ne ferais pas carrière de cette musique-là. Bon, d'abord que j'ai voulu étudier un peu, et après, il y a eu une grève qui avait fait blanchir l'année en 85, et puis après ça, j'ai quitté, je jouais dans un hôtel, l'hôtel Venus, et l'orchestre s'appelait Venus Star. Alors, quand j'ai quitté là directement, je suis allé à l'imprimerie parce que je me disais que je ne voulais pas en faire carrière cette musique. Alors, je suis devenu imprimeur, je conduisais les machines, mais la musique me faisait toujours son jeu. Donc, j'ai pris par Black Santiago, j'ai pris par Polyrythmo, très jeune. Alors, et puis, je suis parti de là. Et après, je me suis retrouvé dans un orchestre de Souaouare Samuel. Je suis devenu chef d'orchestre là, à un moment donné, UMC. Bon, et puis, la carrière solo a commencé. Je n'ai pas voulu choisir la musique, mais c'est la musique qui m'a choisi. Bon, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Voilà. Et il faut dire qu'à vos débuts, vous faisiez partie de l'orchestre Le Baobab. Parlez-nous un peu de cet orchestre. Et comment est-ce que vous l'avez intégré? L'orchestre Baobab était un orchestre qui était créé, c'était que des jeunes. On n'était pas trop nombreux, mais c'était un orchestre très propre. Très propre, un orchestre qui a évolué jusqu'à un moment donné, avant qu'on ne se disperse, parce qu'il y en a qui ont quitté le pays, il y en a qui ont trouvé autre chose. Moi-même, entre-temps, l'imprimerie m'a absorbé, et après je suis revenu, j'ai cherché un peu d'argent pour recommencer encore avec la musique. C'est carrément un virus qui... je ne sais pas. Alors, je crois que vous avez eu pas mal d'expérience avec l'orchestre Baobab, et puis c'est après la cassure que vous avez entamé votre carrière solo qui a abouti sur la sortie de votre tout premier album. Aujourd'hui, c'est tout un parcours. Au départ, vous ne vouliez pas faire de la musique puisque vous avez fait l'imprimerie. Aujourd'hui, vous avez combien d'albums à votre actif? C'est vrai que je n'ai pas compté, ils sont nombreux. J'ai eu beaucoup de vidéos ici, beaucoup d'audio également. Bon, je me rappelle que j'ai eu aussi 2 albums de 16 titres chacun, qui est un album de la maison de production Voix d'Afrique Production, qui est basée en Allemagne, qui m'a sorti 2 albums de 16 titres chacun, dupliqués et vendus en Europe. Bon, c'est difficilement que j'ai pu avoir quelques copies en son temps qu'on vendait à 10 000 francs chacun. En ce moment-là, les CD n'étaient pas populaires. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de CD, hein, c'est les cartes mémoire, c'est les portables. Alors donc, voilà, j'ai eu plusieurs albums à mon actif, mais seulement 2 de 16 titres chacun, dupliqués et vendus en Europe. Et c'est pas Voix d'Afrique Production qui est basée en Allemagne. Voilà.
Et est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez toujours à faire de l'imprimerie ou est-ce qu'on va dire que P-D-Cymf ne vit que de la musique aujourd'hui? Bon, l'imprimerie, malheureusement, j'ai laissé l'imprimerie. La musique a finalement pris le dessus. La musique a pris le dessus, donc je joue régulièrement, je forme, je mène mes activités culturelles. J'ai un centre d'animation où je m'exprime au moins 2 fois par mois. Alors, il y a les orchestres qui jouent. Je suis parrain au moins de 2 orchestres actuellement. Alors, donc, ils viennent répéter. Ils ont au moins la chance d'avoir un grand frère, un papa qui les prend et qui ne leur prend rien comme frais de répétition. Ils viennent répéter quand ils veulent pour que nous puissions quand même avoir une relève de qualité parce que c'est la scène qui nous a fabriqués. Je ne suis pas devenu musicien par accident. C'est parce que depuis le début, depuis mon bas âge, je n'avais connu que ça. Ma distraction, c'était ça. Alors il faut qu'on puisse offrir cette chance à d'autres jeunes pour que demain on puisse avoir de très bons musiciens. Et je crois que ça se fait. On peut déjà dire aujourd'hui que nous avons des musiciens. C'est vrai que les brebis galeux, il y en a partout, mais on connaît qui sont ceux-là qui sont musiciens. Et quand ils prennent le micro, vous sentez que ils ont la main. Quand ils prennent leurs instruments, vous sentez que ils ont la main. Ils ont commencé quelque part. Ils ne sont pas devenus musiciens par accident. Ils ne forcent pas avant de le faire. Ça vient naturellement. Voilà. P-D-Cymf fait de la musique traditionnelle, je pense. Est-ce que c'est une musique que vous arrivez à exporter hors du Bénin? D'abord, quand P-D-Cymf fait de la musique traditionnelle, je suis devenu musicien traditionnel par accident. J'étais musicien moderne. Moderne, j'étais batteur, percussionniste et chanteur à la fois. Et je me rappelle, c'est mon doyen, Bloki d'Almeida, qui m'a dit « Attention, tu ne peux pas être que traditionnel parce que j'ai écouté des choses et on m'a dit que ça vient de toi. » Alors, il y a un titre d'un orchestre, là, personne ne savait que ça venait de moi. Mais vous écoutez sans savoir que ça vient de moi. Alors, je suis musicien traditionnel et moderne. C'est vrai que quand je sors d'ici, c'est pas la même chose. Quand je sors d'ici pour des spectacles à l'extérieur, c'est un mélange. Je ne reste pas traditionnel, figé, mais je mélange les deux pour que l'Européen puisse comprendre ce que nous sommes en train de faire. C'est mon style de pouvoir européaniser, si je peux le dire, occidentaliser notre musique. Et il faut le dire, ce que nous pouvons apporter et qui puisse intéresser celui qui n'est pas né ici, c'est d'ajouter à la musique moderne un peu de notre musique traditionnelle. La musique traditionnelle qui est la mère, la directrice, la patronne de toutes les musiques. Là, il faut le dire, parce que moi, j'ai été musicien traditionnel et moderne. Et je sais que la musique traditionnelle, elle est riche. Si on s'accroche à elle, on n'aura même pas le temps de penser à autre chose. Voilà. Alors, très rapidement, vous êtes le président du Conseil des artistes et acteurs culturels de Porto Novo. Pourquoi un tel creuset et quels sont ses objectifs? Ben, c'est vrai, c'est les artistes de Porto Novo qui avaient réfléchi et qui avaient voulu qu'il y ait un creuset des acteurs culturels, toutes catégories confondues à Porto Novo. Et bon, d'où ce conseil était né. Alors, donc, parmi mes responsabilités que j'ai à gauche et à droite, il y a le Conseil des artistes et acteurs culturels de Porto Novo, CACP, que je dirige, qui est toujours resté. Ce n'est pas facile, mais nous nous battons pour que ce conseil puisse rester. Parce que, bon, il faut un creuset pour que les acteurs puissent discuter. Il faut une fêtière pour gérer tout ce qui est problème au niveau des acteurs. Donc, voilà pourquoi ce conseil est né. Peut-être que d'ici à là, ils vont vouloir pour que je passe le témoin à quelqu'un d'autre parce que il ne faut pas rester à l'infini. Voilà, il faut donner la chance à d'autres personnes de faire leur preuve. Et voilà, P-D-Cymf, merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Ta vie malheureuse, jette-la dans la rue. Tu verras les gens se battre, se tuer pour l'avoir. Vas-y voir pour les autres, va entendre pour juger ta vie malheureuse, pour juger ta vie de misère. Voilà. Et c'est une très belle manière pour conclure cette émission. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission que j'ai pris du plaisir à vous présenter. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.